Arielle Denis, qui est directrice de la campagne internationale pour abolir les armes nucléaires. Arielle is director of the international campaign. Elle est directrice de la campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. En affaires internationales et conflits, elle a co-dirigé le mouvement de la paix en France de 2002 à 2010. Elle a une maîtrise en affaires internationales et en stratégie, and also a master in international... ainsi qu'une maîtrise en droit international et humanitaire. Plusieurs contributions, livres et articles sur la paix et le désarmement. On est vraiment très honorés et très heureux de vous compter parmi nous, puisque ICANN.org... Parce que vous connaissez sûrement ICANN.org, l'autre... Petite adresse électronique www.don'tbankonthebomb.org, qui est une mine de renseignements sur les dizaines de banques canadiennes qui mettent notre argent dans la fabrication des armes nucléaires aux États-Unis. Et là, on parle de dizaines de milliards de dollars. L'austérité ne semble pas être pour tout le monde. Alors, Arielle, je vous laisse tout de suite la parole. On est vraiment très honorés. Merci beaucoup. Moi, je voudrais surtout vous remercier, vous, de votre invitation. Je suis très heureuse d'être ici. Je remercie les personnes aussi des Premières Nations de leur accueil. Et je suis vraiment très heureuse d'être avec vous au Québec. C'est la première fois que je viens au Canada et je remercie tous les organisateurs qui ont été si gentils avec moi jusqu'alors. Également, je voudrais remercier spécialement Hélène Caldicott. Dr Caldicott, elle a fait tellement dans le Pacifique contre les essais nucléaires français. Elle a été un soutien très important pour notre lutte en France et je voulais aussi la remercier très spécialement. Et je suis très honorée d'être avec elle sur ce panel maintenant. Donc tout de suite, je voudrais vous présenter une petite vidéo de 5 minutes qui a été la vidéo que la campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires a présenté à la conférence de Vienne, qui a eu lieu en décembre dernier, qui était la 3e conférence sur l'impact humanitaire des armes nucléaires, organisée par le gouvernement autrichien, à laquelle 158 pays ont participé. Et cette vidéo a été la déclaration de la société civile qu'on a voulu montrer sous cette forme-là. Donc je la partage avec vous parce qu'il y a beaucoup de choses résumées et après ça je compléterai. Parce que voilà, les choses bougent dans le désarmement nucléaire. Il y a de nouvelles pistes qui s'ouvrent, de nouvelles opportunités. Et ben, c'est à nous d'en discuter et de prendre ça au vol maintenant. Merci. Nuclear weapons are not someone else's problem. Their destructive power is so vast that its effects won't stop at national borders. Human beings will be the target, and cities will be annihilated. Humanitarian relief organizations admit that there is little they could do to help the survivors of a nuclear detonation. Nuclear weapons continue to be a global humanitarian threat. They require a united global response. Injustice is never someone else's problem. That's what Nelson Mandela understood as he suffered in prison for all those years. A society needs to be based on inclusion and human rights, not divided by the color of one's skin. Our task, of course, is not an easy one, but nor was ending apartheid in South Africa. Through perseverance, conviction, and determination, we defeated the forces of injustice and hatred. We won because we stood on the right side of history. We stood for a just and moral cause. And you, too, stand on the right side of history.
change does not happen overnight. It is a long road that needs vision, courage, and commitment. But change needs a starting point. A moment of truth when we rise up and demand what is long overdue. That's what feminists in many countries did by campaigning for women's right to vote. By claiming their rights, those women rejected the status quo and called it for what it was: oppression. Progress often means changing the rules. It was outrage about the effects of anti-personnel landmines that fueled the work of the international campaign to ban landmines. Hundreds of thousands of civilians were killed or maimed by these indiscriminate weapons. Cities, villages, and farmland became battlefields, and fear walked with every man, woman, and child wherever landmines had been used. Within 5 years, we took an issue that nobody was talking about and achieved a ban. And what was so important about our work then was that we took a weapon that had been in use for generations and we changed the framework of discussion. We turned it into an issue of humanitarian disarmament. When we were really excited and celebrating the successful negotiation of the Mine Ban Treaty, and then in Ottawa, Canada in December of '97, 122 countries coming together in 2 days to join that treaty, we were often kind of assaulted, if you will, by the media, saying the US isn't there, Russia isn't there, China isn't there. Doesn't that make your treaty irrelevant? And our response was, of course not. How can you say that 122 nations signing a treaty is irrelevant? More and more nations are facing up to the horrifying evidence of what nuclear bombs actually do. Governments and civil society are shaking off years of complacency and changing the game. We are calling nuclear weapons for what they really are: inhumane, useless, and unacceptable. Now, we need to have the courage to take the next step and develop a treaty that makes nuclear weapons illegal. We are closer than you might think, and we will pursue this treaty, even if the nuclear-armed countries oppose it. We will have the courage to ask every political leader in the world, are nuclear weapons acceptable or are they not? We are confident that the vast majority will agree that they should be outlawed and will work with us towards a ban. Every generation has a chance to change the world. This is the generation that will ban nuclear weapons forever. Bon, merci beaucoup. Cet aperçu est un bon résumé de la campagne et surtout, je voudrais insister dans cette petite présentation sur ce qui a bougé dans ces dernières années et voir comment nous, la société civile, on peut aller plus loin et faire vraiment changer les choses et interdire et éliminer les armes nucléaires. Donc la plupart des gens et même les dirigeants des États dotés d'armes nucléaires disent qu'ils veulent un monde sans armes nucléaires. Et tout le monde reconnaît que les conséquences des armes nucléaires sont absolument inacceptables. La majorité des États, pratiquement tout l'hémisphère sud, a interdit déjà les armes nucléaires dans la création de zones exemptes d'armes nucléaires. Et on reconnaît aujourd'hui que les risques d'explosion d'armes nucléaires n'ont jamais été aussi élevés. Dans le même temps, malgré ce discours et ces dangers que tout le monde connaît, les États dotés d'armes nucléaires sont tous en train d'investir dans de nouvelles générations d'armes nucléaires, des milliards de dollars.
et des États membres d'alliances militaires comme le Canada ont souscrit à des doctrines de sécurité qui envisagent l'utilisation d'armes nucléaires, voire même qui envisagent leur propre participation à des opérations où les armes nucléaires seront utilisées. Les efforts diplomatiques en faveur du désarmement nucléaire sont dans l'impasse, que ce soit au niveau du traité de non-prolifération ou au niveau de la conférence du désarmement. Depuis 17 ans, la conférence du désarmement se réunit pratiquement toute l'année et n'a toujours pas été capable de se mettre d'accord sur ne serait-ce qu'un ordre du jour. 17 ans. Il y a un fossé qui grandit entre les pays qui ont des armes nucléaires et qui proposent une approche step by step, une approche dite étape par étape, et un nombre croissant de pays qui estiment qu'il faut tout de suite aller vers des négociations multilatérales pour avancer vers le désarmement nucléaire. Cependant, dans cette situation qui semblait figée ces 40 dernières années, le débat a commencé à se déplacer dans un effort conjoint entre des gouvernements, la société civile et des grandes organisations humanitaires comme la Croix-Rouge, puisque nous assistons aujourd'hui à un déplacement des concerns de sécurité, des problèmes de sécurité vers des problèmes humanitaires liés à l'impact, aux effets des armes nucléaires. Alors l'initiative humanitaire, comme on l'a appelé, on peut dire que son point de départ, c'est la conférence du traité de non-prolifération de 2010, où dans le texte final, les États ont souscrit à cette idée que la conférence, les États expriment leur inquiétude profonde face aux conséquences humanitaires catastrophiques de l'usage des armes nucléaires. Ça peut paraître anodin. Et pour nous, la société civile, ça fait très longtemps qu'on part de ce point de vue des conséquences pour parler des armes nucléaires. Mais pour les États, c'est la première fois qu'on s'éloigne un petit peu de la préoccupation de sécurité pour quelques-uns, ceux qui ont l'arme nucléaire, pour aller adresser l'arme elle-même, c'est-à-dire les effets terribles que cette arme va avoir. Le même déplacement a eu lieu pour ceux qui ont participé à cette campagne pour les mines antipersonnelles. Quand on a quitté le terrain de la sécurité éventuelle que ces armes pouvaient apporter dans les guerres et qu'on a commencé à parler de l'incroyable dommage que ces armes engendrent. Le point de départ de ce nouveau discours, donc c'est le TNP de 2010, mais il y a eu d'autres événements qui se sont produits depuis. Donc un groupe de travail spécial qui a eu lieu en 2013, ensuite une rencontre de haut niveau à laquelle les dirigeants du monde entier ont participé, et puis surtout un certain nombre de déclarations conjointes qui mentionnent avant tout que l'approche humanitaire, que les conséquences humanitaires doivent être la base, le fondement de tout débat international sur les armes nucléaires. Alors on est passé de 16 pays qui ont signé une déclaration conjointe à l'initiative de la Suisse pour la séance de la préparation du TNP en 2012, puis ensuite 35 pays à la première commission de l'Assemblée générale de l'ONU en 2012, et puis ensuite 80 pays en 2013 à l'initiative de l'Afrique du Sud, 125 pays ensuite à la première commission en 2013, et puis à la dernière séance de la première commission de l'Assemblée générale de l'ONU, 156 pays ont donc souscrit à une déclaration disant que non seulement l'approche humanitaire doit être à la base de tout débat sur les armes nucléaires, ce qui donne des boutons aux pays nucléaires, mais qu'également les armes nucléaires, l'utilisation des armes nucléaires était injustifiable en toutes circonstances. Et c'est en toutes circonstances qui, bien sûr, fait la différence. Alors, parallèlement à ces processus qui se passent au sein de l'ONU, à ces débats qui ont lieu dans le cadre de l'ONU, 3 conférences internationales sur l'impact humanitaire ont eu lieu. La première a eu lieu à Oslo, c'était en mars 2013. Ça paraît loin, mais pourtant c'était il y a seulement 2 ans. Et la Norvège, pays membre de l'OTAN, comme le Canada,
a invité tous les pays du monde à venir parler des effets des armes nucléaires. Elle a invité des experts, elle a évidemment invité les grandes organisations internationales et la société civile. Et ce qui est sorti de cette première conférence, c'était qu'il n'existe... Alors je vous cite deux choses, mais c'est très important. Ce sont des faits maintenant, ils sont actés par ces conférences internationales. Il n'existe aucune organisation nationale ou internationale qui pourrait prendre en charge les conséquences immédiates de l'explosion d'une arme nucléaire. Et la deuxième chose, c'est que les effets des armes nucléaires ne connaissent pas de limites dans le temps ou dans l'espace, et leurs effets auront un impact durable et global, aussi bien sur l'environnement, la santé, l'économie et le développement. Et ces conférences ont été la source de nouvelles études à l'aune des nouvelles recherches dont on est capable maintenant, notamment celles sur l'hiver nucléaire, et ce qu'on sait aujourd'hui est vraiment catastrophique. Et c'était passionnant de voir à quel point les diplomates qui ont participé à ces conférences ignoraient la réalité des dommages causés par les armes nucléaires. La deuxième conférence a eu lieu au Mexique, organisée par le gouvernement mexicain. 146 pays ont participé. Et le vice-ministre des Affaires étrangères, qui est le président de la conférence, a dit « Nous devons prendre en compte que dans le passé, des armes ont été éliminées après avoir été interdites. Nous croyons que c'est le chemin à suivre pour parvenir à un monde sans armes nucléaires. » Et il a aussi exprimé ceci, c'est que cette année, l'année 2015, qui est l'année du 70e anniversaire des bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki, serait une très bonne année pour commencer des négociations pour un traité d'interdiction. Également, ce qui a été intéressant à la conférence de Nayarit, c'est qu'ont été produites plusieurs études sur les risques et la sous-estimation des risques d'explosion accidentelle d'armes nucléaires, notamment une étude de Chatham House et l'autre issue du livre d'Eric Schlosser qui s'appelle Command and Control, dans lequel il étudie des documents déclassifiés qui font vraiment froid dans le dos, parce que ce sont des documents déclassifiés qui montrent à quel point on est passé à chaque fois tellement près de déclenchement accidentel de missiles, voire de guerres nucléaires, que évidemment on n'a aucune certitude que cela ne se produise pas dans un jour, dans une heure ou dans 10 secondes. Et ça aussi, c'est très important parce que cela ajoute une dimension d'urgence à notre combat pour l'abolition des armes nucléaires. Enfin, la conférence de Vienne a eu lieu en décembre dernier. Ce jeune homme que vous voyez est le ministre des Affaires étrangères de l'Autriche. 158 pays ont participé à cette conférence à Vienne. Et ce qui est intéressant, c'est que les États-Unis et la Grande-Bretagne ont participé. Alors, avant, il y avait eu le Pakistan, l'Inde avaient participé aux précédentes conférences. Mais c'est la première fois que des pays du P5, des 5 puissances nucléaires du traité de non-prolifération, ont participé. Et en fait, c'est un signe intéressant pour nous, parce que jusqu'alors, ils traitaient l'initiative humanitaire de distraction. Voilà, c'était inintéressant et ils ne daignaient pas se présenter. Et là, ils sont venus, alors bien sûr pour dire que, pour manifester d'une certaine manière leur intérêt, le fait que cette conférence était incontournable, mais également pour surveiller ce que disaient des pays comme le Canada, les pays membres de l'Alliance. Et inutile de vous dire que la pression a été extrêmement forte pour empêcher, en particulier leurs alliés, de manifester leur intérêt pour ce qui est en train de se passer. Dans les choses intéressantes qui sont sorties de la conférence de Vienne, et cet engagement, Austrian Pledge, l'engagement d'Autriche, qui est une proposition du gouvernement autrichien aux autres États du monde, aux autres gouvernements, leur disant voilà, il existe un vide juridique concernant les armes nucléaires. Toutes les armes de destruction massive sont interdites et font l'objet de conventions d'élimination. Il y a un vide juridique concernant les armes nucléaires. Nous devons adresser ce vide juridique. Et nous vous invitons, avec la société civile, avec les grandes organisations humanitaires, à vous mettre ensemble et à commencer à envisager d'en parler. Et ça va fonder la base de la prochaine conférence
qui suivra celle de Vienne. Donc, l'impératif, je voudrais m'arrêter sur cette question de l'interdiction des armes nucléaires, si j'ai encore un peu de temps, parce que c'est une chose nouvelle pour le mouvement d'abolition des armes nucléaires. C'est une étape qui est en train de se constituer comme étant la prochaine étape qui ouvrira la porte vers l'élimination. Alors, parmi les choses qui vont nous aider à aller vers un traité d'interdiction, c'est d'abord déplacer la charge de la preuve. Pouvez-vous, vous, les États nucléaires, nous prouver que on arriverait, si les armes étaient utilisées, à nettoyer, à ce que le monde, on pourrait revenir en arrière? Ou est-ce que ceci devrait être condamné par le droit international? Ensuite, ça nous permet de construire une alliance avec les gouvernements, les grandes organisations internationales et la société civile, avec un objectif très concret. Ensuite, tirer les leçons des autres traités, eh bien, il y a eu des progrès du droit international humanitaire, notamment grâce aux 2 derniers traités d'interdiction sur la base précisément d'une approche humanitaire, les armes à sous-munitions et les mines antipersonnelles. Focaliser sur l'impact humanitaire, ça on sait le faire, parce que nous, on est la société civile, c'est nous les victimes. Quoi qu'il arrive, c'est nous qui serons les victimes des armes nucléaires. Donc ça, on sait le faire. Et donner la parole aux survivants d'Hiroshima et de Nagasaki, donner la parole aux survivants des essais nucléaires, ça, il faut qu'on continue à le faire. Et ensuite, le rôle clé de la société civile, ben oui, pour chaque grande avancée de l'humanité, eh bien, la société civile a évidemment joué un rôle clé. Donc, voilà, donc, pour faire une petite comparaison entre la différence entre l'approche traditionnelle du contrôle des armements et l'impératif humanitaire, l'approche humanitaire, mais on pourrait, par exemple, lister ces quelques points. Donc, le contrôle des armements donne la parole et le rôle principal aux pays qui ont l'arme nucléaire. C'est à eux de négocier entre eux. Et on attend. Voilà, c'est ce qui se passe depuis 70 ans. Alors que l'approche humanitaire, nous sommes tous responsables de protéger la planète. Tous les gouvernements doivent protéger leur peuple de ce danger. Donc ça redonne la main, ça redonne le rôle principal aux États non nucléaires, à la société civile, à la Croix-Rouge internationale qui vient de lancer un plan quadriennal pour pousser les gouvernements à s'engager vers l'interdiction, donne la parole également à tous les pays qui sont déjà membres de zones qui ont interdit les armes nucléaires. Les armes nucléaires, dans la vision du contrôle des armements, traitent d'une vision nationale de la sécurité. Quand vous discutez avec les Français, je suis française, ils disent « on a besoin de l'arme nucléaire, c'est notre assurance vie ». On dit « oui, mais bon, pourquoi pas je sais pas moi, l'Ouganda ?» L'Ouganda pourrait dire « nous aussi, on a besoin d'une assurance vie ». Donc ce n'est pas durable, ce n'est pas une vision durable de l'arme nucléaire. Et évidemment, quand on dit l'approche humanitaire, c'est l'approche principale par laquelle on doit traiter cette question, c'est évidemment une approche de sécurité humaine globale. Ensuite, le contrôle des armements discute dans des petites chaires qui sont celles de la conférence du désarmement et celles du traité de non-prolifération. Nous, notre traité d'interdiction, il peut être négocié n'importe où, n'importe quand. Il suffit qu'on réunisse le nombre significatif d'États. Souvenez-vous, pour la première réunion sur le traité des mines antipersonnelles, il n'y avait même pas 50 États. Donc c'est un processus et qui nous permet de sortir des blocages. Ensuite, le contrôle des armements, je l'ai dit, c'est vraiment la stratégie step by step. Alors quand vous demandez quel est le prochain step, il y a déjà débat entre les pays nucléaires parce qu'ils ne savent pas trop. Alors la France dit c'est le FMCT, d'autres disent non, il faut que les États-Unis signent le CTBT. En fait, il n'y a pas de stratégie parce qu'ils ne veulent pas, pour l'instant, supprimer leurs armes nucléaires. Ce qui est intéressant avec l'approche humanitaire, c'est qu'on adresse le vrai problème, c'est-à-dire l'arme elle-même. On n'est pas contre les pays qui ont l'arme nucléaire, on est contre l'arme nucléaire. Et c'est ça qui change tout. Donc, donc voilà, pour conclure, un traité d'interdiction permettra de faire pression pour aller vers l'élimination des armes nucléaires. Il renforcera
les obligations actuelles. Il renforcera notamment l'article 6 du traité de non-prolifération, renforcera les zones exemptes d'armes nucléaires et renforcera le traité sur les essais. En stigmatisant les armes nucléaires, on augmente le coût politique pour garder et acquérir ces armes. On restreint l'accès aux investissements. Vous avez parlé du problème de l'investissement des banques dans l'arme nucléaire. Eh bien, ce sera interdit. La Suisse, par exemple, l'a interdit. La Norvège l'a interdit. Donc, ça empêchera la coopération militaire nucléaire, parce qu'on ne pourra pas coopérer avec des pays qui utilisent des armes interdites, etc. Et ça créera, ce qui est très important, une communauté d'intérêt entre les grandes organisations humanitaires, la Croix-Rouge, les grandes agences de l'ONU, les gouvernements qui veulent y aller, et nous, la société civile. Donc voilà ce qui est sur la table. On n'attend pas grand-chose du TNP qui va se passer dans quelques semaines. Ce qu'on attend, c'est que de nombreux pays, évidemment, mentionnent leur intérêt pour un nouvel instrument contraignant, un nouvel instrument juridique, c'est un peu leur jargon, mentionnent leur intérêt pour un traité d'interdiction. Il y a déjà une bonne soixantaine de pays qui en ont fait état dans leur déclaration officielle, hein, dans les tribunes internationales. Donc on demande aussi à ce que le traité de non-prolifération soit renforcé, et en particulier que l'article 6 soit mis en œuvre. Mais enfin, le bilan de ce dernier quinquennat est très mauvais. Sur les 64 points du plan d'action sur lequel on était tombé d'accord en 2010, eh bien, très peu de points ont été mis en œuvre. En tout cas, sur les 22 points du désarmement, la seule chose qu'ils ont mis en œuvre, ils ont fait 5 réunions, les pays nucléaires, ils ont fait 5 réunions pour déterminer un glossaire, pour savoir bien de quoi on parle. Donc voilà, ça ne va pas assez vite, il faut que ça aille plus vite. Et bien sûr, la balle est dans notre camp. Merci. Thank you so much, Ariel. Merci beaucoup, Ariel. Votre vidéo a commencé avec les mots « Rappelez-vous votre humanité, oubliez le reste ». C'est Albert Einstein qui a prononcé ces mots. C'est pourquoi j'utilisais cet accent allemand. Et aussi Bertrand Russell. Rothblatt, who received this Nobel Prize. En 1995, ces mots ont été prononcés aussi par le récipient du prix Nobel de la paix. Ce panel avait été... Merci beaucoup, donc, pour ces mots très intéressants. Peut-être allez-vous obtenir le prochain prix Nobel de la paix? Je suis d'accord, c'est une impasse pour cette conférence sur le désarmement qui nécessite un consensus. Je suis sûr que vous allez recevoir des questions de la salle sur le traité de non-prolifération. Son succès repose sur les négociations avec l'Iran. Maintenant, c'est un plaisir et un honneur de pouvoir vous présenter Helen Caldicott, conférentrice la fibrose cystique. Et même contre l'exploitation minière de l'uranium. Elle a été la présidente fondatrice des Médecins pour la responsabilité sociale en 1978. Elle a incité les organisations médicales à former l'Association internationale des médecins pour la prévention de la guerre nucléaire, qui a remporté le prix Nobel de la paix en 1985. Elle est actuellement présidente de la fondation Helen Caldicott pour un monde sans nucléaire. Parmi ses ouvrages, bien sûr, vous connaissez Si vous aimez cette planète, ce film qui a gagné un Oscar, If You Love This Planet.
And many other, like nuclear power, is not the answer. Et aussi d'autres comme nuclear power is not the answer. To the microphone. Thank you very much. Merci beaucoup. I also will start with a quote from Einstein. Je vais aussi commencer par une citation de Einstein. La séparation de l'atome a tout changé, toute la réalité, la pensée moderne de l'homme. Et ainsi, nous allons vers une catastrophe sans parallèle. J'ai juste besoin de mon verre d'eau. I'm very heartened by what ICANN is doing. I think it's an Je suis vraiment touché par ce que ICANN fait, mais en tant que docteur, je dois faire face à la réalité. Si on a un patient à l'urgence, on ne peut pas se dire les électrolytes sont bien équilibrés, les fonctions du cœur et du foie sont bons. Les reins ne sont pas trop bons, mais on va l'ignorer. En regardant la situation mondiale en tant que docteur, une chose ressort. Les États-Unis. Sans leur participation, c'est un cul-de-sac. Ils ont inventé l'arme nucléaire et ils ont pris toutes les étapes, sauf une, et la Russie les a copiées. Ils ont tout un arsenal plutôt, et veulent investir dans les 30 prochaines années 1000 milliards de dollars pour le remplacer. Obama et sénateur Kyle a mentionné que vous ne pourrez pas remplacer tout cet arsenal devant le Sénat dans les prochaines années en mentionnant ce 1000 milliards de dollars. La situation aux États-Unis est complexe. Il y a des taxes et des impôts qui vont à l'industrie du nucléaire aux États-Unis. C'est surprenant de voir que les industries principales aux États-Unis sont socialisées. Alors, les États-Unis sont un pays de capitalisme pour les pauvres qui n'ont pas de soins de santé et socialisé pour les grandes industries, même s'ils disent qu'ils ne sont pas un pays socialiste. Le moteur des États-Unis, c'est l'industrie et les complexes militaires possédés par Lockheed Martin. Boeing est une énorme société qui crée des missiles, qui les planifie pour la guerre dans l'espace. Ils sont en train de militariser l'espace en ce moment. Grumman et d'autres sociétés sont aussi très impliqués dans cet armement aussi. Ils sont très intelligents parce que depuis la bombe B-52, ils ont fait des parties d'arsenal à différents endroits, les roues en Floride, les parties ailleurs. Ainsi, chaque État et chaque partie de l'électorat coopérait dans l'armement nucléaire et militaire. Les gens au Sénat votent pour l'armement, pour les emplois. Ainsi, je l'ai dit et répété, Hitler a sûrement dit il faut les chambres à gaz pour des emplois. Eh bien, maintenant, d'une façon métaphorique, on construit des armes aussi dangereuses. Une seule bombe, hier j'ai mentionné, qui tombe sur Québec, peut tomber sur Québec plutôt. Mais on en a assez pour les tuer 6 fois, selon les
termes du Pentagone. La Russie a plus de 1000 bombes H prêtes à être déployées. Et les États-Unis aussi, qui sont prêtes à être déclenchées grâce à un bouton. Alors que les villes brûlent, elles ont maintenant plein d'industries, de bois, de gaz, de pétrole. Tout ce gaz va aller dans l'atmosphère, créer un nuage si énorme qu'il va bloquer pendant 10 ans le Soleil. Ou B, tout l'ozone va être détruit. Ainsi, si on est à l'extérieur, pour quelques minutes, on va avoir des brûlures de 3e degré, on va devenir aveugle, on ne pourra donc pas sortir pendant 6 mois parce que ce sera tellement intense qu'il va falloir rester dans un abri. L'Agence de gestion fédérale a décidé d'envoyer, dit qu'elle enverrait plutôt les aînés chercher de la nourriture parce qu'ils ne pourraient pas vivre aussi longtemps. Le Soleil serait bloqué, j'ai dit pendant 10 ans, ce serait comme une petite période, une ère glaciale. Nous serions donc dans le noir. Plusieurs choses se produisent en Inde et au Pakistan et c'est très probable. Donc, les erreurs sont probables. Il y a des gens qui deviennent fous lorsqu'ils sont menacés. Il y a des tonnes de possibilités qui peuvent se produire. Si seulement 100 armes nucléaires de la taille de Hiroshima, ce serait un automne nucléaire avec tant de poussière nucléaire dans l'atmosphère que ce serait... cela entraînerait plus de 1 milliard de personnes qui meurent. Aux États-Unis, presque tout le monde ignore la menace d'une guerre nucléaire. Et on dit, la guerre froide est finie. N'y pensez pas, imaginez. Lorsque le mur de Berlin est tombé, on s'est dit, finalement, c'est fini. Enfin, on s'est reposé sur le divan et mais finalement, au bout du compte, les armes sont restées. On s'est mis d'accord plutôt que les États-Unis n'allaient pas augmenter la taille de l'OTAN. Le contraire s'est produit. À la fin de la guerre froide, c'était dévastateur pour les complexes militaires, des millions d'emplois. Pour qui allait-il produire des armes? Mais il n'y avait plus de guerre froide. Norman Gastine, qui était directeur de Lockheed Martin et aussi qui était au Pentagone, a été personnellement dans des petits pays comme la Lettonie, la Pologne, la Tchécoslovaquie, pour les convaincre qu'ils avaient besoin de démocratie et de faire partie de l'OTAN. Pour en faire partie de l'OTAN, il faut investir 3 milliards de dollars pour acheter des armes aérospatiales. Et de qui allons-nous en acheter? Eh bien, de Lockheed Martin. Et tout cela était génial pour eux. Afin de retrouver le chemin des affaires, les sociétés militaires ont encouragé ces petits pays de l'Est à joindre l'OTAN jusqu'à la frontière de la Russie. On peut imaginer ce que les États-Unis feraient si la Russie arrivait au Canada. On est au Canada en ce moment. Avec la coopération de Harper, le Canada pourrait faire partie de la Russie. Et tout deviendrait fou, comme quand Cuba s'est allié avec la Russie et on pourrait faire exploser le monde. Sous John F. Kennedy, j'ai rencontré le secrétaire d'État et il m'a dit, Helen, tu ne sais pas à quel point on est passé proche. On était à 3 minutes de détruire la planète. Je peux vous dire plusieurs autres occasions et moments où on est passé aussi proche, où il y avait un satellite en Norvège qui a été lancé
Il y a un Kremlin le Kremlin qui a perdu les données. Ça se passe souvent en Russie. Le missile s'est élevé et il pensait au Kremlin que c'était une première fusée lancée des États-Unis. Comment est-ce que on gagne cette guerre nucléaire? On détruit les missiles nucléaires et des millions de personnes meurent, mais pour le faire, on décapite Moscou avec plusieurs bombes à hydrogène. Ainsi, on ne peut pas déclencher les bombes. Et ensuite, on envoie 2 bombes à hydrogène à quelques secondes. Si le timing est bon, on a une fratricide. Il y a tellement de débris qui sont créés de la première bombe que la deuxième bombe explose. Ainsi, ça serait parfait. Mais les Russes ne veulent pas que ces missiles soient détruits. Alors, ainsi, ils sont dans l'Oural, dans des montagnes cachées. S'ils voient que Moscou a été décapité, ils vont lancer ces missiles cachés dans les montagnes par un signal, par ordinateur, pour qu'ils se lancent automatiquement. C'est leur réponse automatisée si les Américains s'engagent dans une guerre nucléaire. Nous avons élu un Sénat avec McCain, qui est très belliqueux. Un sénateur McCain qui n'a jamais vraiment vu la guerre. C'est une situation qui s'envenime si on demande aux Américains si la guerre froide est finie. Ils vont dire oui, mais ils ne pensent pas aux guerres nucléaires. Le VIH, le reste, tout ça est disparu à peu près pour les Américains, sauf cela. C'est intéressant le langage utilisé. C'est très sexuel. La pénétration des missiles, les lignes dures, lignes molles, un grand boom orgasmique, des bombes qui explosent. Ce vocabulaire utilisé sans avoir honte indique qu'est-ce qu'il se passe dans leur cerveau, dans leur cervelet plein de testostérone. Pour revenir à l'histoire, pour revenir au point un peu plus pertinent, en 1978, en arrivant aux États-Unis, j'étais à Harvard. La plupart des Américains à qui j'ai parlé disaient que c'était mieux d'être mort que d'être communiste, d'être rouge. Ils ne voulaient pas être qu'il y ait de guerre nucléaire. Ils ne voulaient pas être de la faction rouge et des communistes, ils ont dit. Et en Afrique, c'est quoi? J'ai donc organisé ce groupe de médecins, 23 000 d'entre nous, pour enseigner des effets médicaux si on envoie une bombe sur Boston, par exemple. Un journaliste est arrivé, il a dit « Qu'est-ce que dit ce médecin sur la guerre nucléaire? C'est un enjeu politique. » Et on a dit « Non, c'est médical. » On a expliqué les effets de tout cela. L'archevêque de Boston, ou le cardinal, ou peu importe, dit que je ne pense pas que Jésus apprécierait tout ce spectacle s'il y avait cette guerre. Les évêques catholiques se sont rassemblés et ont produit une doctrine contre la guerre nucléaire. Puis d'autres, puis les baptistes, puis les Mormons en 96 que j'ai rencontré, un vieil homme que j'ai rencontré parce que Reagan, en 86 plutôt, parce que Reagan voulait mettre des missiles sur un train qui aurait 10 bombes à hydrogène en Utah. Alors, j'ai les convaincu qu'en Utah, ce ne serait pas une bonne idée pour les Mormons de s'en doter. Et ainsi, ça a été interdit. J'ai rencontré un agent à Hollywood. Elle avait toutes les stars du film, les meilleurs à ce moment-là. Tomlin, Bergen, on peut les nommer.
Elle dit, je vais vous donner Candy Bergen ou une autre star si vous acceptez d'écouter Caldicott. Mais il ne veut pas entendre ce médecin qui voulait leur vendre quelque chose, ou il préférait des gens qui allaient leur blanchir les dents plutôt que d'entendre parler des bombes nucléaires. Si vous avez une star, c'est une façon de publiciser le sujet. J'allais les voir et je leur parlais de ces enjeux de la guerre nucléaire. En utilisant les médias de cette façon, j'ai fait partie de Vogue, le magazine Family Circle, le magazine Life. Graduellement, Madame, Monsieur, tout le monde a compris que c'était mauvais pour la santé, la guerre nucléaire. Même l'association des morticiens m'ont dit, pourquoi est-ce que vous voulez nous parler de guerre nucléaire? Ben, j'ai dit, vous voulez pas de corps ou de cadavres qui sont irradiés? On avait 1 million de personnes qui se sont rassemblées à Central Park. On gagnait. On était sur toute une vague. À ce moment, j'étais évincé de la présence de PSR par la CIA, je crois, et certainement les documents du FBI qui ont prouvé leur implication. On était sur le chemin pour interdire les armes nucléaires. Et c'est ce qu'on doit faire. Sans éducation, sans éduquer les gens, eh bien, Jefferson a dit qu'une démocratie informée va se comporter de façon responsable. Et ce que l'on doit faire, c'est d'éduquer madame, tout le monde ici, avec son bébé ou avec son au supermarché. Si elle ne comprend rien, eh bien, personne ne comprend quoi que ce soit. 85% des gens ont réussi à s'opposer à ce concept. Et la façon de s'y prendre, c'est les médias. C'est la seule façon. Les médias déterminent la conclusion de notre monde. Et c'est Rupert Murdoch qui contrôle tout cela. Elle a contrôlé ma carrière en mettant un éditorial sur moi. Et il n'aimait pas les Français, donc c'est pourquoi éventuellement les Américains ont arrêté d'acheter le parfum français et tout ça. Sans être en mesure d'atteindre les médias, on ne gagnera pas. Les médecins ont toute une crédibilité. Même les politiciens les plus belliqueux doivent aller voir un médecin s'ils ont une appendicite ou quoi que ce soit. On a une crédibilité, une réputation. C'est pourquoi on peut captiver le public américain, la population. Désolé de mettre un bémol à ce que vous faites, parce que c'est si important. Mais les États-Unis, ils s'en foutent. Lorsque l'on est la nation la plus puissante, on se fout un peu de ce que les autres pensent. Ils ne comprennent pas la géographie là-bas. Je ne suis pas anti-américaine ou contre les Américains. Non. Je pense qu'ils veulent faire la bonne chose, la population, mais ils ne sont pas vraiment sûrs de ce qu'est la bonne chose. Comme a dit un Russe durant la guerre froide, les Américains ont une curiosité qui est environ 5 cm de profond. On ne peut pas aller très loin. Les Russes. Et si les Américains commencent à se désarmer, eh bien, les Russes vont suivre et le reste va suivre. En perdant 13 millions de personnes, les Russes savent les risques de la guerre. Ils savent, ils ont cette expérience. Je vous dirais qu'il faut utiliser notre imagination, notre intelligence et notre créativité afin de gagner la faveur des Américains. Je ne sais pas comment exactement s'y prendre, par contre. Je suis une résidente permanente aux États-Unis, mais donc sans ces stratégies, on n'arrivera nulle part. Et désolé de mettre un bémol à cette situation. J'aimerais vraiment que chacun d'entre nous
dont nos petits-enfants puissent bénéficier d'un monde sans nucléaire. Merci beaucoup. I think there are so many things that unite us. Tant de choses nous unissent. Cette campagne de la société civile, c'est son objectif principal. Bien sûr, les médecins sont à l'avant de tout cela. Et Eileen Caldicott, Nancy Covington, Dale DeWard, ces gens nous poussent dans cette lutte contre les armes nucléaires. Le site courageux don'tbankonthebomb.org, c'est là où je retrouve toutes ces sociétés qui nourrissent l'appareil nucléaire et les complexes nucléaires. De nombreuses sociétés ont des parts dans les médias. Des corporations financières puissantes qui investissent des milliards ou 400 millions de dollars, comme Lockheed Martin, dans les médias. On les a nommés. Ce rapport par atken.org a été au premier plan de la lutte contre les bombes. Et les gens de l'Union interparlementaire, avec vos compatriotes, ont fait un travail fabuleux. Cette lutte aussi contre l'OTAN qui a persuadé notre premier ministre d'aller en Ukraine en ce moment, c'est un désastre, l'OTAN, avec leurs bombes atomiques, leur armement, partout, en Turquie. Et il faut combattre tout cela. Erika Simpson a écrit des articles si fabuleux, si intéressants sur ce sujet. Mary Thompson, qui a réuni 900 membres de l'Ordre du Canada pour en appeler une convention contre les armes nucléaires. Et ils ont été imités par leurs comparses australiens. Ils ont réuni encore plus, près de 1000 personnes. C'est un combat qui continue pour des objectifs comme la dénucléarisation des océans, des objectifs divers pour lesquels on doit se battre, pour lesquels on doit continuer. Tout un chacun ici, je crois, et participe de façon merveilleuse là-dedans. Et je pense qu'on a de plus en plus d'atouts, de plus en plus de campagnes, d'artistes aussi, que je dois mentionner quand même. Et c'est